n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été, dans un pays de soleil outre-mer que certains désiraient conserver. Le maire qui est à côté de moi, je ne l'ai pas vu naître. J'étais déjà grand quand il est né, parce que j'ai habité très longtemps la Courtine et que j'ai usé pas mal de culottes et de paires de chaussures ici. Donc d'une guerre, nous passons à une autre, celle qui n'avait pas de nom, jusqu'en 1999. Je parle de la guerre d'Algérie. Alors je m'en tiendrai à quelques aspects essentiels des 2 années 1959 et 60 que j'ai passées dans cette guerre, alors qu'à l'époque, nous ne faisions officiellement que de la pacification et du maintien de l'ordre. Alors qui étais-je? Je prends le bateau à Port-Vendre, alors de la Courtine c'était loin, le 8 janvier 1959 avec 600 autres jeunes qui avaient une vingtaine d'années. Alors quand je dis le bateau, ce sont les cales, parce que c'est tout ce qu'on nous offrait pour faire la traversée, des cales obscures, nauséabondes, plus ou moins étouffantes. Alors j'avais moi par contre 24 ans à cette époque-là, et j'enseignais déjà depuis quelques années dans un collège rural de la Sarthe. J'étais déjà syndicaliste, adhérent à un syndicat très autonome à l'époque, qui a disparu pratiquement, la Fédération de l'Éducation nationale, et j'étais membre du mouvement de la paix depuis 2 ans. Alors à l'automne 57, à la suite de l'assassinat de Maurice Audin dans les rues d'Alger, et puis de la torture qui a été rendue publique de Henri Alleg, puis j'ajoute hélas de la trahison des hommes politiques pour lesquels j'avais voté à l'époque, j'adhère au Parti communiste qui me semblait à ce moment-là le seul au niveau national à répondre, disons, aux aspirations qui étaient les miennes. Alors trahison, je n'épilogue pas, ce fut celle de Guy Mollet, que beaucoup d'entre vous ont lu les propos et les paroles de l'époque, qui, contrairement à son engagement du 2 janvier 1956, Guy Mollet, pour qui j'avais voté, et j'étais rentré de la Courtine dans la Sarthe exprès pour voter. Guy Mollet fait rappeler les jeunes qui venaient d'être libérés 2 mois plus tôt, et dans le même texte, décide que désormais tous les appelés seront envoyés en Algérie pour maintenir l'ordre. Alors j'avais participé en 56, 57, 58 à quelques réunions, quelques meetings, quelques révoltes lorsque les rappelés précisément dans les gares refusaient de monter dans les trains, et dans ce département, à Lavilledieu, où en mai 1956, 3 personnalités locales, le maire, le directeur d'école et un ancien combattant de 39-45 furent arrêtés, privés de leurs droits civiques, envoyés au Fort du Ha à Bordeaux pour avoir soutenu des rappelés qui refusaient de monter précisément au camp de la Courtine. Donc j'avais un peu tout cela, disons que j'étais militant plus des droits de l'homme que d'idéaux. Alors arrivé à Bordeaux, j'ai souffert pendant 4 mois, je vais dire, de brimades, de sanctions, qui étaient destinées bien sûr à briser ma résistance physique et morale, parce que je faisais partie de ceux qui étaient des gêneurs, et que malgré tout ce qu'on a pu écrire au sujet du général de Gaulle, le 18 juin 40 est une chose et l'attitude de De Gaulle en 58 en est une autre. C'est à ce moment qu'il faut, d'une part, abattre les cocos et ceux qui sont tout proches. Il faut aussi simultanément museler la presse de l'époque, très diverse, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et il faut aussi interdire de parole la plupart des intellectuels qui gênent. Donc je traverse, j'arrive à Afou, un gros bourg isolé à 1500 mètres d'altitude dans le Djebel Amour, donc le sud de l'Atlas saharien. Alors je suis affecté là et je me dis, oulala, je vais avoir une planque extraordinaire, comme je savais écrire.
on m'affecte pour le secrétariat des primes d'alimentation, disons pour calculer tous les jours quelle est la quantité de nourriture qu'on peut acheter, et puis pour payer la solde des appelés et des harkis. Mais très vite, je vois comme les autres, je suis soumis aux nuits de garde, aux patrouilles, aux convois, aux embuscades à tendre, au crapahutage de temps en temps, et on me charge de convoi vers les 7 postes isolés que nous avions à l'époque, où se trouvaient 15 à 20 appelés dans des situations extrêmement difficiles. Donc nous acheminons vers ces postes isolés le courrier, les colis, les munitions, la nourriture, l'eau quelquefois, tout ce qui est nécessaire, avec ce qui se passe nécessairement de temps à autre, une mine qui explose sur la piste, une embuscade qui a lieu et le soir il vous manque un certain nombre de copains. Mais dès mon arrivée à Flou, 2 ou 3 jours après, ça commence un soir, les copains me disent « Ce soir on ne mange pas avec toi ». Bon, on mangeait dans la chambre. Alors, je dis « Bon, qu'est-ce que vous faites ?» Ils me disent « Bois, on a 3-4 mètres à flinguer quand on sort de prison parce qu'il n'y a plus de place. » Donc ça m'interpelle. Et puis dès le lendemain, apprenant d'autres faits similaires, je commence à écrire tous les soirs une espèce de carnet de route ou de compte-rendu quotidien des activités, de tout ce que j'apprends, de mes propres sentiments aussi, de mes réflexions, de mon analyse à ce moment. Alors l'ouvrage que je publie aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est un peu la reprise de ce carnet de route, revu, diminué en épaisseur, parce qu'il aurait fallu 3 volumes, et donc j'ai modifié un peu le langage parce qu'il y a des termes extrêmement verts que j'employais à l'époque que je n'ai pas osé rendre au public. Alors je n'ai pas la prétention d'être historien, même si pendant une trentaine de pages dans l'ouvrage, je rappelle quelle est la situation en 1959-1960 en France, en rappelant quelques éléments et quelques événements nationaux pour que chacun s'y retrouve plus facilement. Alors c'est plutôt un ouvrage témoignage de mon parcours, un ouvrage, je dirais, itinéraire dans ce Djebel Amour, qui était brûlé par des chaleurs torrides en été, et puis glacé l'hiver, parce qu'il faisait fréquemment moins 10, moins 15, et que de toute façon, il n'était pas question de rester dans les chambrées. Alors le titre choisi, beaucoup m'ont interrogé. Alors j'ai dit quand il neigeait sur le Djebel Amour, alors c'était pour nous tous, dans ces chambrées exiguës, une promiscuité qui rappelait d'autres situations encore beaucoup plus tragiques. C'était aussi fréquemment des conflits, parce que les uns dorment pendant que les autres travaillent, et inversement. C'était aussi le froid, on couchait généralement tout habillé. C'était aussi l'isolement, parce que pendant 10, 12, 15 jours, le bourg et les pitons sur lesquels se trouvaient les copains restaient complètement isolés, donc privés de tout, privés de courrier, privés des lettres, privés des colis, etc. Mais je disais aux copains, moi quand il neige sur Djebel Amour, je m'y sens pas si mal, parce qu'au moins on a une certitude, c'est qu'on ne se fera pas flinguer sur une piste, ou bien dans un poste de garde à l'extérieur, puisqu'il n'était plus question de sortir du camp qui était gardé en permanence. Alors à ce moment, la pacification, depuis la bataille d'Alger en 1957, donc s'est transformée, et la France n'en a pas conscience, en une guerre d'une part violente, d'autre part hypocrite, parce qu'on continue à dire qu'il y a des événements, des aléas, des petites choses qui se passent en Algérie. Alors je dis moi, c'est dès ce moment la négation de l'humanité qui tient lieu de loi. Je relate, ceux qui ont lu le savent, de nombreux actes, disons odieux, barbares, souvent inhumains, que l'armée a commis, d'où, à mon avis, son déshonneur, quels que soient les généraux qu'on continue à honorer 40, 50 ou 60 ans après, puisque l'armée avait à ce moment les pouvoirs de police et les pouvoirs de justice. Tout un peuple, sous mes yeux, est martyrisé. J'emploie volontairement le terme de martyrisé. Alors j'évoque, entre autres, les corvées de bois qui sont à une fréquence
que je n'ai pas marqué, c'était presque tous les jours, donc où l'on décide que 2, 3, 4 prisonniers sont extraits du camp et reçoivent quelques rafales de pistolets mitrailleurs à 2 ou 3 kilomètres, puis on les jette sous des buissons. Au chacal à finir. J'évoque ce que j'ai vu quelques jours après être arrivé, l'enfouissement de prisonniers vivants, poussés dans une fosse commune et recouverts par le bulldozer tel quel. Je relate un certain nombre de combats. J'ai participé à certains, à d'autres non. Et ce qui s'y passait. Un prisonnier un jour est là debout, les poignets serrés avec des fils de fer, donc on tord de plus en plus fort pour qu'il crie aussi de plus en plus fort. Et 2 sous-officiers décident de faire un concours de tir au pistolet. Allez, on se met à 10 mètres, il est debout, tu vises l'œil gauche et moi l'œil droit. Et si l'un des deux n'atteint pas l'objectif, c'est lui qui paiera le champagne ce soir. Quelques jours plus tard, on ramène 6 rebelles tués, déchiquetés, et le colonel ne trouve rien de mieux que de les faire exposer devant le seul lieu public qui restait, une sous-préfecture, et à faire passer en ville les micros, de manière à ce que toute la population capable de se déplacer vienne voir l'œuvre dont la France était capable pour pacifier l'Algérie. En plus de ces actes qui sont fréquents, il y a ce qu'on appelait les interrogatoires, pratiqués à l'époque par les hommes des deuxièmes bureaux et des DOP, dispositifs opérationnels soi-disant de protection. Dès qu'un suspect est arrêté, il est transféré dans un local réservé à l'interrogatoire, c'est-à-dire réservé à la torture, qui sera effectué par des bourreaux professionnels, mais aussi, et j'insiste, malgré ce que peut écrire la FNACA depuis 60 ans, par des appelés qui sont généralement consentants. Donc il s'agit d'arracher des aveux, d'arracher des renseignements, afin de préserver, vous connaissez le refrain, la vie des autres, de préserver l'explosion d'une mine, l'explosion d'une bombe, qu'une grenade aussi ne parte, etc. Donc ces pratiques sont continues, elles sont quotidiennes, elles sont nocturnes, elles sont érigées en système depuis 1957 par Bijard et Massu, connues des gouvernements de l'époque, des textes en font foi, connues bien sûr aussi par la hiérarchie catholique qui, à cette époque, a manqué sans doute de clarté. Alors, je n'insisterai pas sur tous les processus qu'on utilise pour arracher des aveux que souvent nous n'avons pas. Mais le nombre de personnes qu'on sort dans des sacs spéciaux ne cesse de croître à mesure que les semaines passent. Et lorsque les prisons, les quelques cellules en béton que nous avons sont pleines, on trouve d'autres solutions. Mon colonel, qui était extrêmement intelligent, avait compris qu'on pouvait ne pas faire de bruit. Donc de temps à autre, quand il apprenait qu'il n'y avait plus de place pour les suivants, il demandait à des gens du deuxième bureau, donc à des bourreaux, de désigner une trentaine de prisonniers ou de suspects, de les faire amener au petit camp d'aviation qu'on avait. Il faisait préparer des hélicoptères type Sikorsky, que vous avez connu à l'époque, qui servaient au parachutage. 15 dans chaque, 2 pilotes, on va au-dessus des pitons du Djebel qui entouraient Aflou, et dans le vide, 2 appelés les balancent de manière à ce qu'ils aillent éclater sur les rochers et à ce que la population de bergers ou de fellahs qui passe par là éventuellement puisse voir de quoi la France était capable. Alors aux troupes métropolitaines, il y avait aussi ajouté ceux qu'on a appelés essentiellement les harkis, donc des supplétifs volontaires qui constituaient de véritables armées parallèles sous la tutelle de l'armée française.
Alors là, bon, je passe sur les aspects philosophiques et les raisons de leur engagement, soit dans l'infanterie, soit comme cavalier. Mais ça a été le prétexte, alors là, à d'autres opérations, des opérations financières. Dans ce secteur où j'étais, nous avions, selon les mois, entre 400 et 480 harkis réels sur le terrain et sur les pitons. Mais sur les états officiels de paiement, qui étaient destinés à la hiérarchie militaire, chaque mois, il y en avait entre 92 et 146 supplémentaires, qui étaient donc fictifs, virtuels, qui n'existaient pas, mais qui nous permettaient d'obtenir les sommes financières correspondant à leur existence. Et ces sommes étaient détournées sur ordre du capitaine et allaient jusqu'au colonel qui en faisait je ne sais quoi. Je sais qu'il fumait beaucoup, qu'il faisait quelques bringues aux messes des officiers, mais tout le reste. Alors, je vous donne deux exemples. En juillet 59, 3 121 000 francs sont détournés. En octobre 59, 3 522 000 francs sont détournés. Alors, des faits similaires dont l'histoire ne parle pas se sont produits dans presque toutes les unités qui étaient stationnées en Algérie, à tel point qu'un général en chef, à un moment, a envoyé 2 notes de service successives pour dire à ses collègues subalternes d'arrêter de faire figurer des chiffres pareils et des sommes qui sont détournées donc, par les officiers eux-mêmes. Alors ça, ni Stora, ni les grands historiens, ni ceux qui ont témoigné sur la guerre d'Algérie n'en parlent. Alors je l'ai rendu public parce que j'avais conservé toutes les feuilles de l'époque dans mes documents. Alors ce ne sont pas les seuls, je dirais, délits financiers. Il y en a un autre qui était quotidien. Les militaires de carrière, lorsqu'ils couchaient dans le Djebel, ou lorsqu'ils bivouaquaient pendant une journée, avaient droit à un complément de salaire de 17% par rapport à leur traitement habituel. Or, même quand ils restaient dans la caserne, comme plusieurs que je cite, qui n'ont jamais mis même les pieds dans le bourg civil, jamais, ces gens-là s'attribuaient tous les mois 20, 25, 28 jours d'opération bivouac, donc pour percevoir les 17% supplémentaires de leur salaire. J'avais conservé, parce que j'étais ce jour-là de service, une anecdote. Le 30 mars 59, nous escortons à 6 ou 7, 8, le sous-préfet et son entourage, le colonel et ses adjoints dans un douar qui est à 35-40 km d'Aflou. Donc une grande tente chauffée a été déjà installée, et puis tout est mis à leur disposition. Voilà qu'arrive avec un camion des chaises, etc., etc., puis un hélicoptère affrété spécialement pour apporter les boissons fraîches, les sodas, le whisky, le ricard, s'il y en a un qui ne buvait que ça, etc. Et puis, des harkis sont priés de préparer le méchoui. Eh bien, tenez-vous bien, cette journée festive a été déclarée comme journée bivouac et a donné lieu à 17% supplémentaires de salaire. Or, j'ai eu aussi sous les yeux ce qu'on a appelé des regroupements de population. 3 camps ont été mis en place à Aflou, où je me trouvais. L'armée a évacué par la force les habitants de tous les douars alentours, donc quelques milliers de personnes. Et puis, sur des dizaines de kilomètres désormais, il était permis de tirer tout ce qu'on pouvait y voir de vivant. Donc les familles ont été identifiées, recensées, portaient un numéro, après quoi elles installaient leur tente dans l'endroit qui leur était assigné et dans la colonne, dans la rangée qu'on avait prévue pour des centaines et des centaines de raïmas, pour ceux qui connaissent, des tentes faites avec du poil de chameau.
Donc des milliers de félins, de bergers, de nomades ont été arrachés à leur vie, à leur terre, pour être là, mis, je dirais, dans les parkings préalables à la mort. Donc ces gens qui étaient habitués au mouvement, à parcourir des distances immenses avec des troupeaux de chèvres, de moutons, de dromadaires pour les plus riches, se retrouvent là, circonscrits. Donc ces camps de regroupement, qu'on a baptisés ainsi et présentés à l'époque comme ça à la population française, sont en fait de véritables camps de concentration. Donc sur un sol qui est dénudé, brûlé en été, transformé en bourbier en hiver, vous trouvez côte à côte les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les ânes, les poules quand il en reste, les bourricots. Peu à peu, ça devient des concentrations de misère, des concentrations de gens qui souffrent de tout, d'abcès, de trachome, de cloques purulentes dont on ne s'occupe qu'exceptionnellement s'il doit y avoir une visite d'officier supérieur. Alors tout est là, les récipients, les outres, le bois mort entassé auprès des tentes. Alors on a installé autour, bien sûr, des réseaux de barbelés, de manière à ce qu'ils ne puissent pas sortir. On a installé aussi des fortins de surveillance et puis des appelés pour contrôler les mouvements. Alors insuffisance de nourriture, je n'insiste pas. Latrines en rangée le long des barbelés, mais à l'intérieur, pour qu'ils ne sortent pas. L'eau distribuée une fois par jour, si jamais vous la faites tomber, vous attendez le lendemain. Donc ça a suscité chez moi un certain nombre de souvenirs que vous avez tous en tête, en particulier ceux des camps nazis. C'est l'horreur. C'est là-dedans la déshumanisation. La mortalité infantile est très élevée. En juillet 60, les Dodge que nous avons ne suffisent pas pour emporter tous les jours ceux qui sont morts de déshydratation quand il fait 40 ou 45 degrés, ceux qui sont morts d'infections intestinales et ceux qui ne peuvent plus supporter les odeurs pestilentielles qu'il y a à l'intérieur de ces camps. Alors on me dit un détail, vous savez qui en a parlé. Un détail, sur 8 millions d'Algériens à l'époque, un peu plus de 2 millions ont connu ça. Donc soit 1 sur 4. Alors en réalité, on nous répétait, et beaucoup d'appelés le croyaient, qu'on allait leur procurer ici une vie meilleure que celle qu'ils avaient dans le Djebel ou dans le désert, mais on savait bien, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait pour l'armée d'isoler la LN, de la priver de ressources, de relais, de nourriture, d'indicateurs, et qu'au-delà de ça, la morale n'y était plus. Alors, quelques mots sur la vie dans nos camps, parce que beaucoup s'imaginaient, à l'époque, j'en ai connu ici, je pense à la famille Rougier, je pense à d'autres, que nous étions sous les palmiers dans les oasis, ou bien que ceux qui se trouvaient à Oran, à Alger ou à Constantine se baignaient tous les jours et pouvaient se promener. Alors, pour beaucoup, les camps n'ont été que des baraques, c'était le meilleur des cas, et pour beaucoup d'autres, il n'y avait même pas de baraques, il n'y avait que les tentes américaines qui avaient été ramenées d'Indochine et qui nous étaient donc proposées pour coucher à 8, à 10, à 12, etc. Donc je le disais tout à l'heure, c'était une promiscuité très très difficile à supporter, des entassements de caisses parce qu'on n'avait absolument rien, des restes de nourriture, on avait quelques tables en métal, des restes de tabac, les odeurs de sueur et les odeurs de pied qui rendaient la vie quotidienne difficile. Donc, je le disais aussi, les rotations étaient telles entre les postes isolés, les tours de garde, les embuscades, etc., les contrôles des barbelés 3 ou 4 fois par nuit, que 3 ou 4 dormaient, 7 ou 8 étaient dehors, et l'inverse après, donc ceux qui venaient dormir réveillaient ceux qui dormaient, et vous voyez un peu ce que ça peut entraîner au niveau des relations collectives lorsqu'on est 40 à 50 dans un dortoir. Alors les jours de repos,
se faisait la différence. La plupart de mes copains appelés restaient couchés. Donc d'une part pour récupérer, parce que souvent il y avait eu 3 ou 4 jours successifs à 20, 30, 40 km dans le Djebel, donc il fallait à tout prix refaire quelques forces. Il y a aussi tous ceux qui sombraient dans une espèce d'amertume ou de décrépitude et qui ne voulaient même plus ouvrir les yeux et qui essayaient de survivre en se réfugiant dans les souvenirs, les photos qu'ils avaient pu emporter ou les quelques images qui étaient collées contre les parois des dortoirs, et puis il y a ceux qui rêvaient et qui ne voulaient même plus parler. Mais nous étions sur 600 dans ces postes, une dizaine peut-être à sortir dans le bourg. Tous les autres restaient au camp, par peur aussi, parce que c'est vrai qu'il y a tous les jours l'action psychologique pour répéter qu'un poignard ne fait pas de bruit, etc., etc. Donc les semaines sont rythmées par tout ça, par les tâches de chacun, le crapahut, les opérations de combat, les embuscades, les ouvertures de route, les convois vers les pistes. Alors la vie, pour beaucoup, s'accroche aux lettres de la métropole et aux colis, parce que l'alimentation est ce qu'elle est à cette époque-là, donc des conserves et des choses qui nous sont souvent parachutées, comme les sardines au mois de juillet quand il fait 45, donc par des hélicos qui viennent survoler et nous balancent de la nourriture lorsqu'il n'y en a plus guère. Et puis il y a un épuisement physique très très fort chez la plupart des copains. Il y a au retour des opérations, après 3 ou 4 nuits dehors, passées sur les caillasses, les pieds qui brûlent. Il y a la torpeur des sens, parce que parfois on ne veut même plus regarder autour. Il y a le poids du vide, parce que beaucoup se disent que c'est loin la métropole, et qui d'entre nous y reviendra. Et s'installe peu à peu dans chaque baraque une espèce de chose que j'ai appelée une hébétude existentielle. C'est-à-dire que les copains qui ne sont pas suffisamment solides, et c'est le cas de tous ceux qui sont jeunes, les copains ne voient plus d'issue et se disent « je raye un jour sur le calendrier, mais demain, après-demain, tantôt une chaleur énorme, tantôt un froid très très violent en hiver, et puis inévitablement, pour de temps à autre calmer les situations nerveuses et psychologiques, quelques beuveries fantastiques au foyer où chacun s'étourdit avec une caisse de bière et ce qu'il peut s'acheter lorsqu'il a un peu de monnaie. Alors l'hiver, bien sûr, on couche tout habillé, on garde les chemises, les pantalons, souvent les chaussettes, on ne pose que les chaussures et la veste parfois. Alors ma vie de soldat, elle s'est trouvée là-dedans. Mais le fait que j'avais 24 ans et quelques convictions, puis 26 ans quand je suis revenu, malgré l'enfer militaire, parce que l'action psy c'était à longueur de journée, malgré les interdictions, je me suis dit que pour m'en sortir, il fallait que je noue absolument des relations avec les gens qui vivaient là à plein temps, donc avec la population civile. En ma fonction de secrétaire trésorier m'a facilité la tâche, parce que tous les 15 jours, les appelés percevaient 4,50 francs de solde, ce qui payait 3-4 bières à l'époque, et c'est moi qui étais chargé de les payer. Et nous recevions de rang des billets de 20 francs, 50 francs, 100 francs. Donc j'avais un motif pour aller en ville, trouver les commerçants et les artisans, c'était de dire aux deux gradés avec lesquels j'étais, hey, mais il me faut 4,50 francs par gars, parce que personne ne pourra me rendre la monnaie sur des billets pareils. Donc j'avais l'autorisation tous les 10-12 jours de faire le tour de la ville pour faire de la monnaie. Alors cela m'a, je veux dire, beaucoup aidé, parce que ça m'a permis d'établir très vite des relations avec des gens qui étaient gargotiers, qui vendaient du thé, des artisans, des paysans, un chamelier, et de nombreux adolescents et enfants que j'évoque dans l'ouvrage. J'ai rencontré aussi, et très heureux, le maire
de la commune de l'époque, des Israélites, et puis bien sûr beaucoup d'Arabes, en consommant soit une bière, soit une anisette, soit une brochette de foie d'agneau, comme ils en proposaient à certains coins de rue. Alors j'ai découvert deux choses. D'une part, l'hospitalité extrêmement forte de ces gens-là, et puis simultanément la misère, le dénuement, les gourbises en terre battue dans lesquelles ils couchaient à 6, 7 ou 8 par terre, alors que les quelques livres de géographie et les maîtres que j'avais eus en France m'avaient dit que nous avions fait là-bas beaucoup de choses au plan médical, au plan de l'éducation, au plan des transports. Alors j'ai découvert que certains, dans les postes isolés, n'avaient jamais vu un Européen de métropole. Jamais. Certains, très haut, à 1600, 1700 mètres, n'avaient jamais vu de paire de chaussures et marchaient avec des espèces d'espadrilles qu'ils fabriquaient eux-mêmes à partir des peaux de chèvre ou des peaux de mouton, et puis quand elles étaient usées, ils en faisaient d'autres. La plupart portaient non pas des vêtements, mais des haillons rapiécés. Chaque morceau d'étoffe était récupéré pour être recousu sur un autre. Beaucoup, en particulier les femmes et les jeunes, avaient des vêtements de toutes les couleurs et pour cause, tout était réutilisé. Or, c'est dans cet univers que j'ai réussi à créer, à la suite de longues discussions avec quelques appelés autour de moi, ce que j'appellerais un groupe de résistance ou un groupe d'opposition par rapport à la violence, à la barbarie qu'exigeaient de nous les officiers. Or, le partage d'abord des mots, puis peu à peu le partage d'un certain nombre d'idées, la solidarité qui sont nées, je crois, nous ont permis à quelques-uns d'échapper à l'abattement d'abord, et puis à la décrépitude ensuite, comme beaucoup l'ont connu. Or, j'ai eu des copains qui ont accepté d'aller beaucoup plus loin, qui, travaillant à l'état-major, donc avaient accès au courrier officiel qui venait des généraux, et qui peu à peu m'ont soit volé, j'emploie le mot, des documents officiels pour que je puisse vite les transcrire la nuit, soit même parfois m'en ont réécrit à la main sur les cahiers d'écoliers qu'on pouvait encore trouver là-bas pour me dire, toi qui collectionnes tout, on va te les remettre, tu verras, il y a des choses nouvelles, etc. Donc, j'ai inclus quelques-uns de ces documents dans l'ouvrage. On m'avait promis que je serais en conflit rapidement avec l'armée. Pour le moment, l'armée a laissé la poussière sous le tapis avec les billets qu'elle a dû encaisser à l'époque. Alors, face aux contraintes et aux ordres qui venaient de l'encadrement, c'est vrai que j'ai dû lutter par rapport à moi-même d'abord, pour surmonter les écartèlements entre mes valeurs, mon éthique, et les actes qu'il aurait fallu parfois accomplir. Or, je n'ai pas toujours été courageux, et je ne sais pas si un seul appelé a été courageux. On parle beaucoup du courage au combat. Moi, j'ai surtout vu des copains qui cherchent à se mettre à plat ventre, et qui, s'ils pouvaient, auraient fait comme moi, devenir une taupe pour ne plus rien voir. Alors, courage, je n'en ai pas toujours eu, et j'ai souvent évité des tâches que j'aurais refusé d'accomplir, et donc des conflits, parce que certains se précipitaient tout de suite pour accomplir ce que je ne voulais pas faire. Et d'autres l'ont fait. Bon. Comme je disais, il y a toujours des volontaires si l'on se trouve au bon endroit. Que vous dire de plus ? J'ai tenté de garder les yeux ouverts pendant ces 2 années. Alors l'ouvrage, je dirais que mon meilleur ouvrage, mais à la façon de Voltaire, ce fut sans doute non pas ce que j'ai écrit, mais sans doute le fait d'amener à prendre conscience à un certain nombre de jeunes autour de moi du désir du peuple algérien à disposer à ce moment-là de son avenir, d'éviter souvent
et de dénoncer les actes de barbarie, et puis fréquemment d'apaiser ce que j'appellerais les haines racistes qu'on faisait monter chez les appelés, en mettant bien sûr en évidence chaque acte noir qui était commis par quelqu'un de la LN ou du FLN. Alors mes chers amis, j'ai simplement tout fait dans cette tempête de violence aveugle, pour rester un homme debout, l'homme que j'étais avant et que j'ai tenté de rester après. Journée du dimanche 20 novembre 1960. Le temps s'est remis au beau. Calier n'ose s'aventurer seul au village nègre. Je l'accompagne. Jamel accourt de loin sur le chemin poussiéreux, vêtu des mêmes hardes que d'habitude. Nous cheminons ensemble et nous arrêtons chez l'épicier. L'échoppe misérable ébahit Calier par sa vétusteté et son encombrement. Sac de jute aux lèvres retroussées contenant du mil, des pois chiches ou des haricots secs, caisse en bois, carton de boîte de conserve, bidon de fer blanc, cruche d'huile, bocaux de verre plein de cornichons, piments rouges, sont entassés sans précaution dans la pénombre. J'achète quelques sucreries. Jamel m'embrasse. J'indique au commerçant que je quitte Afflou dans 3 semaines et lui demande de traduire ces mots à Jamel. Il s'agrippe à mon pantalon, me demande je le fixe longuement de ses yeux magnifiques. Ses ongles s'enfoncent dans la chair de mes cuisses. Il tape des pieds de façon saccadée. De ses mains frêles, il serre très fort ma jambe droite. Il secoue la tête vigoureusement. Il se met à pleurer à chaudes larmes. Brusquement, il s'enfuit vers le haut du village. Stupéfié, je crie « Jamel, Jamel !» J'aurais tant voulu lui remettre un billet de 10 ou 20 francs. Trop tard. Je l'observe jusqu'à sa disparition, près de la petite mosquée. Lui que j'ai tant aimé, dont j'ai tenté d'adoucir la vie, je ne le reverrai plus. Séparation déchirante. Il me restera les photos que j'ai faites de lui et surtout une immense peine.